Bonjour tout le monde. Ouais, il y a plus de culture sur les séries que sur les grands classiques. On fera les grands classiques quand même par la suite. Alors, donc aujourd'hui, on va faire les deux premiers exercices de la feuille sur l'addition électrophile et ensuite on enchaîne sur la partie substitution nucléophile. On y va. Alors, le temps de trouver le corrigé. Zut, je ne l'ai pas en ligne. Bon. Bon, bah du coup, il va falloir aller le chercher un peu plus loin. Ça va prendre le temps de le charger. Voilà, il arrive, il est en cours. Ça y est, le voici. Alors, donc, premier exercice, il s'agissait de faire des additions de HBr. Je ne l'aurais pas mis dans le désordre, mon corrigé, là. Ah oui, tiens, la page 1 est en page 2. Bon, bah du coup, on change. Donc, addition de HBr. Déjà, il faut reconnaître le nom bromure d'hydrogène comme HBr. Déjà, ça peut être une première difficulté pour certains. Ensuite, on dessine le substrat. Donc là, vous aviez le nom du substrat, il fallait le dessiner. Et on voit qu'il y a deux produits possibles d'addition. Donc le brome va se fixer sur l'un ou l'autre des deux carbones qui portent la liaison double. Et je peux vous rajouter l'hydrogène qui n'est pas utile, mais c'est juste pour le visualiser. L'hydrogène ici va être fixé sur l'autre carbone. Alors, donc ici, vous avez un hydrogène. Et ici, vous avez un hydrogène. Donc le mécanisme, pardon. Donc mécanisme sans difficulté, vous devez vraiment le connaître celui-ci et vous devez bien indiquer à chaque fois les flèches courbes des mouvements électroniques et faites bien attention, les flèches courbes elles doivent partir des doublets et jamais des charges moins. Là vous avez une charge moins sur le brome ici, vous n'avez pas le droit de faire ce genre de mouvement, strictement interdit. D'accord? Donc la flèche doit partir sans ambiguïté d'un doublet. Et sur les hétéroatomes, quand vous représentez un doublet libre, vous êtes supposé représenter tous les doublets libres. Du coup, j'ai représenté les 4 sur l'ion bromure. Ensuite, pour les exemples suivants, donc, il faut juste faire une analyse des différents carbocations possibles. Donc, je vous les mets sous forme de tableau. Donc, suivant les substrats, on va avoir différents carbocations. Et les carbocations, il faut faire un choix à chaque fois pour repérer le plus stable. Donc, on repère d'abord la classe et ensuite les effets des substituants. Le BR n'est pas mal placé. Où ça qui serait mal placé pour le produit? Vous parlez de la première ou de la deuxième question? Le produit majoritaire vient bien à la deuxième question. Bah, écoutez, on va en discuter. Non. Alors, ici, vous avez un effet, oui, effectivement, celui qui est encadré. Mais oui, en fait, voilà, j'ai fait des erreurs. Comme ça, vous corrigez les erreurs, ça vous permet de voir clair. Donc, effectivement, le brome est mal placé, il n'est pas là. Il vient du carbocation qui est encadré à gauche. Il a deux raisons d'être le plus stable. Premièrement, il est tertiaire et surtout, il est stabilisé par mésomérie. Donc ça, c'est l'effet majoritaire. Surtout que le groupe phényl, il a un gros effet mésomère. Du coup, effectivement, le brome est ici. Voilà, il y avait une erreur. Donc là, ce n'est pas un brome, c'est un hydrogène. On va vérifier que je ne me suis pas trompée sur les autres. Donc pour le numéro 2, les deux carbocations sont tous les deux secondaires. Okay, donc secondaire, je rappelle, c'est lié à le carbone positif est lié à deux autres carbones. Les hétéroatomes ne comptent pas. Donc ils sont tous les deux de la même classe. On a à proximité un substituant OCH3, donc, qui est ici. Le substituant OCH3, il a un effet inductif. Il a un effet inductif attracteur parce que l'oxygène est plus électronégatif, donc un effet moins I. Et donc ça, c'est plutôt négatif pour le carbocation. En revanche, il a un effet plus M
quand il est à proximité d'une charge plus, sauf que là, quand vous regardez les deux carbocations, il n'y a pas possibilité de faire un mésomère. Donc dans aucun des deux carbocations, vous pouvez envisager de forme mésomère. Est-ce que ça va pour tout le monde, ça? Du coup, il reste que l'effet inductif. Et donc le plus stable, c'est la charge plus le plus loin possible du substituant, et donc le produit le plus stable. Là, je ne me suis pas trompée, le brome est à cette position. Ça va? Alors, troisième, un petit peu la même structure, mais c'est un isomère de position par rapport au précédent. Donc toujours pareil, les deux carbocations sont toujours secondaires. Hein, l'oxygène, il ne compte pas pour un carbone. Par contre, là, on peut avoir l'effet mésomère. Donc l'effet inductif, il est attracteur, mais l'effet mésomère, il est donneur. Et quand le plus est juste au pied du substituant, on peut envisager la forme mésomère qui est ici. Du coup, le plus stable, contrairement au cas précédent, c'est la charge plus le plus près possible du substituant. Et donc on obtiendrait, on obtiendrait que je me suis encore trompée. Voilà. Donc c'est pas le brome ici, c'est le brome ici. J'ai encadré le bon carbocation, mais j'ai pas donné le bon produit. Oui, l'effet mésomère dans le premier. Du moment que vous pouvez écrire une forme mésomère, ça veut dire qu'il y a un effet mésomère. L'effet mésomère, ça n'est sensible que juste à côté. Les formes mésomères, c'est juste une bascule de doublet. Donc, ce n'est pas un effet qui se ressent à grande distance. Par contre, ici, Alix, vous voyez, il y a une flèche là, une double flèche de mésomérie. Là, je l'encadre en bleu. Là, la forme mésomère qui est en dessous, elle permet de dire qu'on stabilise l'ensemble de la structure. Donc, ce n'est pas sur l'oxygène que se fixe le brome, c'est bien sur le carbone, sur la forme qui est encadrée. Mais du moment qu'il y a une forme mésomère qui existe, ça stabilise l'ensemble de la structure. C'est un seul carbocation là qui est au bout de la double flèche. Et c'est un effet mésomère donneur parce que le doublet va de l'oxygène vers le carbone. Donc la flèche ici, le sens de la flèche, ça va du substituant vers le carbocation. Donc c'est un effet donneur. Donc effet mésomère plus M, qui est donc ici supérieur à l'effet moins I. Et enfin, le petit dernier. Alors, le petit dernier était l'analogue de la première ligne avec un groupe phényl. Le groupe phényl, il n'a pas d'effet inductif. En revanche, il a un effet mésomère. Sauf que là, il va être situé trop loin pour donner des formes mésomères. Donc, on a deux carbocations, un secondaire, un tertiaire. Et donc, le tertiaire qui est ici donne bien ce produit. Je ne me suis pas trompée. On continue sur l'exercice 2, donc l'hydratation. Alors, hydratation de l'alcène. Du coup, c'est en première page, puisque j'avais une faute. Oui, j'ai scanné dans le désordre. Retour en arrière, on arrive à l'hydratation. Donc ici, c'est ce qu'on appelle un exercice de rétrosynthèse, puisqu'on vous donne non pas le substrat, mais le produit. Donc rétrosynthèse, c'est l'inverse de la synthèse. Vous connaissez le produit. Donc là encore, il vous est donné avec son nom, il faut lui dessiner sa petite formule. Et il faut revenir en arrière pour trouver l'alcène qu'il a donné. L'alcène qu'il a donné, il fallait avoir une liaison double qui permette d'avoir OH à cet endroit. Donc il y a deux possibilités que j'ai appelées A1 ou A2. Tous les deux vont pouvoir donner le produit qui est encadré. La fonction alcool se fixe sur un des deux carbones de la liaison double. Donc je vous ai mis ici les produits minoritaires qui sont donnés par A1 et A2. Donc pour ces deux substrats, on a bien le produit encadré qui est le produit majoritaire par la règle de Markovnikov. Donc le carbocation le plus stable, pour A1 comme pour A2, c'est celui-ci, le tertiaire. Là, il n'y a pas d'effet mésomère. Le mécanisme, donc mécanisme à connaître aussi, donc pas de difficulté pour le mécanisme. Attention par rapport à l'hydrohalogénation, il y a une étape de plus. Il y a une première étape où c'est H+ tout court qui réagit, c'est un catalyseur, on l'utilise à la première étape. Ensuite, on fixe l'eau en entier. Donc, du coup, l'eau se fixe sous forme OH2+. Et en dernière étape, on éjecte H+.
Donc ici, on le voit disparaître puis réapparaître, ça met en évidence son rôle de catalyseur. Et donc évidemment, ici, il faudrait éviter ces deux acides, parce que l'addition de HCl ou HBr étant plus facile que l'addition d'eau, on aurait peu de chances d'avoir un alcool, on aurait plutôt un chloroalgane ou un bromoalgane. Ça va ça? Donc demain, on finit la planche. Demain, on fait 2 heures. Donc on bouscule le programme. On a fait un échange avec Madame Breuil. Donc vous avez 2 heures de physique demain et 2 heures de SVT vendredi. Pas de questions sur ces deux exos? Alors, on revient sur la SN, substitution nucléophile. Voilà. Donc c'est un chapitre qui, paradoxalement, il est fait en deuxième, mais il est finalement souvent perçu comme plus facile que le premier. Pour deux raisons. Déjà qu'il arrive en deuxième et parce qu'on va réutiliser vraiment les mêmes modes de fonctionnement. Donc du coup, une fois que vous avez acquis ça en chimie organique, c'est définitif. Et parce que les mécanismes qu'on va voir ici vont être quand même un petit peu moins complexes que les précédents. Là, en particulier, la réaction de NBS était un petit peu complexe. On y va donc sur les substitutions nucléophiles. Donc, je vous ai mis un petit cadre ici. Voilà. Et on verra à la fin du chapitre si effectivement vous ne comprenez pas ce qui est dans le cadre ou pas. J'espère que vous comprendrez quand même. On y reviendra. Alors déjà, on va regarder sur quel substrat on va travailler. Donc on aura deux types de substrats différents et d'abord un halogéno-alcane. Donc toujours pareil, on commence par les grandes généralités sur les substrats, qu'est-ce que c'est, un petit peu de nomenclature si besoin, et le type de réactivité. Donc un halogéno-alcane, comme son nom l'indique, il contient un halogène, et les halogènes, c'est chlore, brome, iode, ce qu'on étudie. Voilà, vous avez quelques petits exemples de nomenclature ici. Bon, ce qu'il faut retenir absolument, c'est l'ordre des électronégativités, qui est ici. Ça, c'est fondamental puisque ça va donner la réactivité. Donc, tous les halogènes sont plus électronégatifs que le carbone. Donc, toutes les liaisons sont polarisées. Et comme ils sont dans la même colonne, vous vous rappelez que le plus électronégatif, c'est celui qui est en haut. Donc, le chlore a une électronégativité supérieure au brome, supérieure à l'iode. Et dans tous les cas, c'est supérieur au carbone. Donc, la liaison carbone-halogène est toujours polarisée. Si je dessine juste la liaison, j'appelle X l'halogène, on va avoir le carbone qui aura une charge plus delta, l'halogène qui aura une charge moins delta, et donc on va avoir sur le carbone, trois autres liaisons, on va avoir un site électrophile qui est situé sur l'atome de carbone ici. Donc, comme il y a un site électrophile, on va pouvoir faire agir sur cette molécule un réactif nucléophile. L'halogène, il a un effet qui est inductif attracteur, comme on a déjà vu, c'est un effet moins I. Quand on dessine la polarisation des liaisons, c'est exactement ce qu'on modélise. Du coup, vu la polarité des liaisons, si la liaison se casse, et dans ce chapitre, on va la casser, donc quand la liaison se casse, l'atome qui récupère le doublet, c'est l'halogène. Donc on aura un départ de X-. D'accord? La liaison, quand elle va se casser dans le sens comme ça. C'est l'halogène qui récupère le doublet. Le truc qui s'en va, on l'appelle pas truc qui s'en va, on l'appelle nucléofuge. Et on l'appelle aussi groupe partant. Donc le groupe partant depuis le substrat, c'est l'halogénure X-, c'est-à-dire Cl-, chlorure, Br-, bromure ou I-, iodure. Ça, c'est pour les petits noms. Alors, on peut noter grand R le groupe alkyle, c'est-à-dire tout ce qui n'est pas l'halogène. Alors attention, parce que la chimie des R, quand vous l'utilisez, vous devez d'abord définir le truc que vous appelez R. Donc ici, j'appelle R tout ce qui est accroché à l'halogène, et on va pouvoir comparer la réactivité des chloro, bromo ou iodoalcanes. Donc quand on se déplace le long de la flèche ici,
On va avoir des liaisons qui sont de moins en moins polarisées, puisque l'électronégativité de l'halogène diminue. Donc là, les charges partielles sont de plus en plus faibles, donc la liaison est de moins en moins polarisée. En revanche, elle est de plus en plus polarisable. Et je vous l'ai déjà dit, mais ça fait du bien de le répéter, quand un substrat est polarisable, quand une liaison est polarisable, ça veut dire qu'elle est plus réactive. Donc, il va être plus facile de faire réagir un composé iodé qu'un bromé ou qu'un chloré. Donc, ils réagissent tous sur le même schéma, mais c'est plus facile avec de l'iode que du brome, que du chlore. Et en général, la polarisabilité, la réactivité, ça va aussi avec la toxicité. Donc, en TP, on utilise assez facilement au lycée des dérivés chlorés ou bromés. On évite en général de vous faire travailler avec des substrats iodés parce qu'ils sont toxiques et aussi parce qu'ils sont plus chers. Le prix va aussi dans ce sens-là. Donc, les propriétés physiques maintenant. Au niveau des températures de changement d'état, on a des molécules qui sont polaires. Du coup, par rapport à l'alcane correspondant, on va avoir des liaisons de Van der Waals de type dipôle-dipôle. Et du coup, ça a toujours une conséquence sur les températures de changement d'état. On va avoir une température de changement d'état qui est plus grande que l'alcane correspondant. Donc, si on compare avec des masses molaires comparables, vous savez que les alcanes sont gazeux jusqu'au butane, méthane, éthane, propane, butane, tout ça c'est gazeux. Par contre, même les petites molécules chlorées sont liquides. Ces molécules sont généralement insolubles dans l'eau, donc il va falloir trouver un solvant adapté. Il se trouve qu'ils sont aussi utilisés comme solvants. Donc ça ne fait pas partie de la réactivité, mais pour votre culture, il y a pas mal de solvants courants qui sont chlorés, qui ne sont pas les solvants les plus verts du monde. Ils sont en général tous au vert, les solvants halogénés. Donc, comme ils sont nocifs et polluants, en cas de manipulation TP, donc ce que vous ne ferez pas cette année, il faut évidemment pas les jeter n'importe où. Et par rapport aux autres produits organiques, les produits halogénés doivent être récupérés à part. Ils ne sont pas retraités de la même façon. En particulier, quand on les fait brûler, ça dégage des dioxines, ce qui n'est pas très bon. Donc, on doit les retraiter de façon différente d'un solvant non halogéné. Bon, ça, c'est pour votre culture. Autre type de substrat qu'on va étudier dans ce chapitre, les alcools. Donc, dans ce cas-là, on fait un petit peu le même schéma. On va analyser un petit peu la structure et le type de réactivité. Donc, dans ce cas-là, le carbone fonctionnel, il est tétraédrique et l'oxygène, sa géométrie, c'est tétraédrique aussi, c'est AX2E2, comme dans la molécule d'eau. L'électronégativité de O est supérieure à celle de C, on le sait déjà, ça veut dire que la liaison oxygène-carbone est polarisée. Et si on fait un petit dessin, alors on y va. Oh, j'ai fait un espèce de gribouillis. Donc on va avoir un carbone, un oxygène, un hydrogène, des liaisons que je laisse pendouiller, on ne représente pas ce qu'il y a dessus. Sur l'oxygène, on va avoir deux doublets libres, AX2E2. L'oxygène, il est le plus électronégatif, donc on va avoir une charge partielle plus delta sur l'atome de carbone, plus delta prime, c'est pas la même sur l'atome d'hydrogène, et on va avoir une charge partielle moins delta plus delta prime sur l'atome d'oxygène. Donc le carbone ici va constituer un site électrophile, puisqu'il retrouve une charge partielle positive. Il se trouve que l'oxygène, il a deux doublets libres qui peuvent être donnés. Donc le site nucléophile, c'est les deux doublets que j'ai représentés en bleu. Donc ces deux doublets libres sont disponibles, contrairement aux doublets libres qu'il y avait sur les halogènes du paragraphe précédent. Ce n'étaient pas du tout des nucléophiles, les halogénoalcanes. Si on casse la liaison, dans ce chapitre, on va casser la liaison carbone-oxygène. Cette liaison, si elle se casse toujours dans le sens où l'oxygène part avec le doublet. Par contre, cette liaison, elle est très polarisée, mais elle n'est pas polarisable. Elle est très peu polarisable. Ça veut dire que les alcools, par rapport au substrat précédent, ils sont beaucoup moins réactifs. Donc, c'est un petit peu ce qu'il faut retenir sur les alcools.
Ça réagit beaucoup moins bien qu'un halogénoalcane. C'est souvent moins toxique aussi, mais enfin bon, ça réagit moins bien. Et en particulier, on ne fera jamais partir directement H-. Donc il y a un schéma que vous n'aurez pas le droit d'écrire. Je redessine un petit morceau d'alcool comme ça. Pour imaginer que quand la liaison se casse, on va avoir ce type de schéma, c'est-à-dire l'oxygène part avec le doublet directement. On aurait donc ce qui reste, c'est un carbocation. C'est un rectangle que j'ai fait sur le carbone. Je vous réponds juste après, Chloé. Donc plus H-. Et donc maintenant qu'on a écrit ça, ce qu'il faut retenir, c'est qu'on n'a jamais directement ça. Alors, pourquoi est-ce qu'elle est peu polarisable? Parce que c'est comme ça. C'est aussi en rapport avec la taille des atomes. C'est pas parce qu'il y a des doublets que les doublets sont disponibles. Donc, il faut retenir, plus un atome est gros en général, plus les électrons sont disponibles. Quand les électrons sont loin des atomes, ils sont un peu plus polarisables, ils sont plus sensibles au mouvement extérieur. Les atomes très électronégatifs comme l'oxygène, ça a tendance à garder les doublets, mais du coup, les doublets des liaisons ne sont pas disponibles pour... les doublets libres, pardon, ne sont pas disponibles pour... le doublet d'une liaison d'ailleurs. Donc ces doublets ne sont pas disponibles facilement. Et c'est surtout une constatation qui est purement expérimentale, hein. En gros, on constate que c'est peu réactif et on le justifie après comme on peut. Du coup, pour revenir aux alcools, on a dit qu'on allait casser la liaison carbone-oxygène. Mais on ne peut pas la casser directement. Il faut lui faire subir un truc avant qui s'appelle une activation. Donc l'activer, ça veut dire rendre réactif. Vous pouvez le noter, ça. Donc l'activer, ça va permettre de la casser plus facilement. Donc avant de casser la liaison carbone-oxygène, on va la modifier pour pouvoir la casser ensuite. Ça va donc compliquer les choses. Alors, dans les grandes généralités, on dit un petit mot des propriétés physiques. Donc pour les alcools, vous avez en plus du moment dipolaire, vous avez des liaisons hydrogènes. Donc les liaisons hydrogènes, ça a une très grosse conséquence sur les températures de changement d'état. C'est un petit peu comme l'eau, hein. Donc les températures de changement d'état de l'alcool sont toujours bien plus élevées que celles de l'alcane correspondant. L'écart est encore plus grand entre un alcool et un alcane qu'entre un halogénoalcane et un alcane. Ça fait beaucoup de mots en ane. Je vais faire des rimes. Alors, comme les halogénoalcanes, les alcools sont aussi utilisés comme solvants. Et dans ce cas-là, c'est des solvants polaires protiques assez fréquents. Donc, le méthanol, l'éthanol, c'est les plus courants. C'est pas tout le temps le substrat, ça peut être assez souvent le solvant. On l'a déjà vu, le solvant éthanol, par exemple. Donc, c'est à repérer parce que des fois, on ne sait pas trop si on a affaire à un solvant ou à un substrat. Et des fois, c'est les deux en même temps. On continue. Alors, les alcools, on a déjà vu qu'ils avaient des propriétés acido-basiques. Ça, c'était dans le chapitre acide, base et compagnie. Donc, on le rappelle un petit peu ici. Pardon. Donc, on va avoir deux couples qui sont mis en jeu autour d'un alcool. D'abord, l'alcool, c'est une base dans le couple numéro 1. Donc, on peut écrire l'équilibre. Donc, l'équilibre acido-basique, c'est ROH2 fois. Alors, je vais faire apparaître une liaison OH et un doublet libre, avec une charge de plus. Ce truc-là va pouvoir devenir ROH, donc un alcool, plus H+. J'ai fait apparaître la liaison pour indiquer dans quel sens elle va se casser. Donc, quand la liaison oxygène-hydrogène se casse, c'est ce type de mouvement-là. C'est-à-dire que l'oxygène récupère le doublet liant. Donc ça, c'est un équilibre dans lequel l'alcool, ici, joue le rôle de base. ROH2+, c'est donc son acide conjugué, et ça fait partie des formes dites activées de l'alcool, parce que dans cette forme-là, dans cet acide, la liaison carbone-oxygène
Elle a pris un petit peu cher, là, elle est un petit peu plus fragile. Donc, si on envisage ce mouvement-là, donc je dessine la liaison avec l'oxygène dans le cas de l'alcool activé. Donc, je fais le détail ici de ROH de plus. D'accord? Donc ça, c'est la forme activée qui est au-dessus. On va pouvoir casser la liaison carbone-oxygène. L'oxygène va pouvoir récupérer le doublet, donc dans ce sens-là. On va pouvoir former un carbocation. Vous n'êtes pas obligé de lui mettre sa case vide au carbocation, hein. Bon, c'est un peu de déco, ça permet de bien visualiser le fait qu'il ne respecte pas la règle de l'octet. Et le petit carré, là, vous avez le droit de le supprimer. Plus H2O. Et H2O, c'est une molécule qui est quand même connue pour être relativement stable. Et donc ça, c'est un très bon groupe partant. Ça part facilement. Contrairement à H-. Donc, on a rendu la liaison plus réactive parce que si elle se casse, on forme de l'eau. Et c'est un peu le moteur de la rupture. La formation d'eau, c'est toujours plutôt favorisé. C'est une molécule stable, donc ça va partir plus facilement que H-. Alors, comment en pratique va-t-on obtenir la forme activée? Donc, une fois qu'on a vu que cette forme activait la liaison, on se dit oui, mais ROH2+, c'est pas dans le placard. D'accord? Ce qu'on a dans le placard, c'est ROH. Donc, on met ROH, donc l'alcool correspondant est dans le placard, et on le met en présence d'un acide fort. Quel acide fort? Eh bien, n'importe lequel. On verra en fonction de la réaction qu'on veut privilégier. Donc, on va prendre un acide fort. Les acides forts, ils vont être concentrés. Ce n'est pas des solutions à 1 mol par litre, hein, ou à 0,1 mol par litre. Ah, j'ai oublié un « et ». Bon, bah, vous rajoutez le « et » de concentré, il n'est pas passé à la trappe. Donc, quand on a besoin d'activer un alcool, on va prendre un acide fort du type acide sulfurique, acide chlorhydrique, mais c'est plus souvent du 10 mol par litre que du 1 mol par litre. Donc la concentration, c'est vraiment supérieur à ce qu'on a vu dans les solutions aqueuses en début d'année. Chimie organique, en général, on n'y va pas avec le dos de la petite cuillère sur les acides et les bases, hein. C'est bien concentré. Alors, deuxième couple dans lequel intervient l'alcool. Cette fois-ci, dans ce couple, l'alcool intervient en tant qu'acide. Donc, on va écrire la réaction. Pareil, je vous mets le détail de la liaison OH. Petit rappel sur les équilibres acido-basiques, vous avez droit soit à la double flèche, comme j'avais mis pour le premier couple, soit au signe égal. Les deux fonctionnent. Et donc, on va avoir R au moins plus H plus. Le mouvement électronique correspondant, c'est ça. Au niveau de l'oxygène, à l'arrivée, on va avoir 3 doublets libres, alors qu'au départ, on n'en avait que 2. D'accord? Donc, on a vu dans le chapitre que vous avez révisé pour le devoir comment obtenir l'alcoolate. Donc, l'alcoolate, comme l'alcool activé, on ne le trouve pas dans le placard, il va falloir le former. Et on a vu qu'il y a 2 méthodes pour l'obtenir, soit avec une base très forte, soit avec du sodium métallique directement sur l'alcool. L'alcoolate, c'est un anion, du coup, on lui associe toujours un cation, qui est spectateur, qui est là pour assurer la neutralité. Les cations spectateurs, il n'y en a pas 36, il y en a 2. Vous avez soit le sodium, soit le potassium. Donc, vous avez des machins olates de sodium ou de potassium. Et dans le méthanolate de sodium, l'espèce intéressante, c'est le méthanolate, ce n'est pas le sodium.
Alors, on arrive aux réactions de substitution nucléophile, abrégées en SN, d'abord sur un halogénoalcane. On va voir d'abord les SN sur halogénoalcane, ensuite sur alcool. Alors, on commence par le bilan et les conditions. Donc, d'un point de vue assez abrégé, on peut noter R, tout ce qui est accroché à l'halogène, et X, l'halogène. On va faire réagir dessus un nucléophile. Et on va faire une substitution, c'est-à-dire qu'on va remplacer l'halogène par le nucléophile qu'on a rajouté. Deux types de nucléophiles. Soit le nucléophile est négatif, soit il est neutre. Alors, vous avez une petite liste non exhaustive de nucléophiles des deux colonnes. Donc, l'ion Cl-, par exemple, il a 4 doublés libres. C'est un nucléophile. HO-, il a 3 doublés libres. C'est un nucléophile. NH2-, il a 2 doublés libres sur l'azote. Br-, c'est comme Cl-. Cn-, il y a un doublé libre ici. Donc tout ça, c'est des nucléophiles. Et c'est des nucléophiles chargés négativement. Dans ce cas-là, si on équilibre la réaction, on n'a pas besoin d'autre chose que le nucléophile et l'halogénure qui va partir. Donc on va avoir le bilan qui est ici. On remplace en gros X par Y. Quand le nucléophile est neutre, ce qui arrive aussi, on peut l'écrire sous forme HY et il va y avoir forcément un doublet. Comme c'est un nucléophile, ça veut dire qu'il y a un doublet disponible sur Y. Exemple de nucléophile neutre, vous avez H2O qui a 2 doublets disponibles sur l'oxygène, NH3 qui a un doublet sur l'azote, les alcools, il y a 2 doublets sur l'oxygène, les amines, il y a un doublet sur l'azote, etc. Donc tout ça, c'est des nucléophiles qui n'ont pas de charge. Dans ce cas-là, pour équilibrer la réaction, attention, on va expulser X-, ça c'est commun à toutes les SN. On fixe uniquement Y et pas YH, donc ce qu'on fixe, ça revient à fixer Y-, et on a H+, qui va être libéré. Ce sont des mauvais nucléophiles, les neutres. On va reparler des bons et des mauvais nucléophiles. Pas forcément. Mais quand on compare un neutre et un négatif, le neutre, il est effectivement plus mauvais. Mais ça ne veut pas dire qu'il est mauvais dans l'absolu. Hein. Donc on peut utiliser au choix des nucléophiles soit neutres, soit chargés négativement. L'avantage des neutres, c'est qu'ils donnent aussi moins de réactions parasites qu'on verra dans un autre chapitre. Donc ici, je vous ai mis des réactions bilan avec soit un nucléophile négatif, soit un nucléophile neutre. Donc réaction bilan, ça veut dire que ça doit être équilibré avec tous les produits et tous les réactifs. Maintenant, dans chaque cas, on peut écrire juste le schéma réactionnel. Donc schéma réactionnel, on met juste le réactif, le substrat et le produit. Donc on peut remplacer X par Y en utilisant deux nucléophiles au choix. Alors au choix pas tout le temps, hein. Des fois il y en a un mieux que l'autre. Ça peut être soit directement Y-, soit HY. Donc il y a deux nucléophiles qui peuvent conduire à le même schéma réactionnel. Alors, petit exemple ici, donc on va prendre un exemple avec du bromoéthane. Si on veut obtenir l'alcool correspondant. Donc pour avoir un alcool, les nucléophiles qu'on peut faire intervenir, il y en a deux. Je change trop ma couleur. Hop. Ici, on peut faire réagir HO-, donc qui va donner l'alcool. C'est le Y- correspondant. Il n'aura pas d'exposant, hein, j'ai pas d'exposant là-dessus. Ou alors, on peut faire réagir H2O, qui n'aura pas d'indice non plus. Donc ces deux nucléophiles vont conduire au même produit final. D'accord? Je ne sais pas si je ne vais pas écrire au stylet, ça ira peut-être mieux. Alors, pour obtenir... Je continue au stylet. Hein. Pour obtenir ici, donc là c'était pour obtenir l'alcool. Pour obtenir la mine qui est ici, on va pouvoir faire agir au choix soit NH2-, ou alors NH3. Pour obtenir
ici, dans l'exemple numéro 3, on a substitué et on a remplacé l'halogène par ce groupe-là, c'est une fonction hétéroxyde, ça. Ça s'appelle un éther. Un éther, c'est quand vous avez un oxygène lié à 2 carbones. Donc ça, c'est éther ou hétéroxyde. Donc les nucléophiles envisageables pour faire cette réaction, vous avez soit l'alcoolate correspondant qui est donc ici CH3O-. Donc c'est un 3, mais il ne veut pas s'écrire. Ou CH3OH. Donc ces deux nucléophiles vont donner le même produit final. Donc il nous reste le petit dernier, si on va avoir un iode. Alors on va le mettre en vert. On peut faire réagir I- ou I-. Il n'y a pas HI. Ici, HI ne fonctionne pas. HI, en fait, c'est un acide qui se sépare en H+, plus I-, donc ça revient au même. Donc celui-ci, on laisse tomber. Pour les halogénures, il n'y a que la forme halogénure qui est le nucléophile. Donc, repérer les nucléophiles possibles pour faire un schéma réactionnaire. Évidemment, la réaction se produit dans un solvant, donc il faut choisir un solvant qui est adapté à la fois au substrat et au nucléophile. On s'aperçoit, si on fait des études cinétiques, qu'on a non pas un mécanisme, ce serait trop simple, mais deux mécanismes possibles, c'est-à-dire que des études cinétiques ont montré que parfois les réactions sont d'ordre 1 et parfois les réactions sont d'ordre 2. Donc ça devrait être expliqué quand on va chercher les mécanismes. Et c'est des réactions qui sont généralement assez faciles, qui se font donc à température modérée. Il n'y a pas besoin de dépenser beaucoup d'énergie pour faire une substitution nucléophile. Passe à la suite. Alors, comme il y a deux mécanismes, on va aller voir l'un puis l'autre. Et je signale que vous avez déjà vu la substitution nucléophile d'ordre 1 dans le chapitre sur les mécanismes. Ça faisait partie des exemples que j'avais traités. Justement parce qu'on le revoit en fin d'année. C'est un éternel recommencement. Donc là, le substrat s'appelle plus Rx. J'ai pris un authentique substrat qui est donc celui-ci. Et comme nucléophile, j'en ai pris un authentique aussi, donc j'ai choisi HO-. C'est plus simple avec un nucléophile chargé. Donc pour l'instant, on regarde ce qui se passe pour un nucléophile négatif. Alors, si on regarde ce qu'il faut faire pour passer des réactifs au produit, ben, il y a deux choses à faire. On doit casser la liaison carbone-chlore et on doit former la liaison carbone-oxygène. Bon, ben, on fait d'abord l'un, puis l'autre. Donc le mécanisme, vous devez le considérer comme assez facile à envisager. On casse d'abord, c'est-à-dire qu'on va compléter le mécanisme. On va d'abord casser la liaison ici, carbone-chlore. On va former ceci qui est donc un carbocation, que vous pouvez écrire comme ceci, ou alors, si vous préférez, comme ça. Ou alors, si vous préférez, si vous ne voyez plus rien, mais je ne vais pas avoir la place, vous mettez CH3 au bout de chaque morceau. Quand vous mettez des atomes visibles, ici j'ai mis des carbones, vous voyez que mon carbone, je l'accroche à chaque fois. N'hésitez pas à écrire à l'envers en chimie organique. Vous voyez, là j'ai mis un H3C alors que là j'ai mis un CH3. On fait bien apparaître que c'est le carbone qui est accroché. D'accord. Bon, je ferme ma parenthèse. Ce que vous aviez, la première forme que j'avais écrite en T, elle faisait parfaitement l'affaire. Et on va former Cl-. Donc Cl- a récupéré le doublet au passage. Donc c'est mon sous-produit qui apparaît dans le bilan. Et ensuite, deuxième étape, à partir du carbocation, on va faire réagir HO-. Donc sur HO-, vous lui rajoutez un doublet qui va servir et les autres doublets, puisqu'il faut tout mettre ou rien mettre. Donc je l'ai mis en rouge. Sur HO-, il y a 3 doublets et une charge de moins. Je la mets à côté, elle est trop petite. Donc on attrape un quelconque des 3 doublets et il va venir attaquer
le carbone ici. Donc, on va former une liaison carbone-oxygène. Et donc, on a notre produit final qui est un alcool. Alors, à votre avis, quelle est l'étape limitante? Il y a deux étapes. Est-ce qu'il y a une étape limitante? La une, oui. Et est-ce qu'il y aurait une raison pour ça? Donc, effectivement, l'étape numéro 1, c'est l'étape limitante. Alors, c'est pas parce qu'on casse les liaisons, non. Formation de carbocation, oui, Alix, c'est ça. Donc, parce qu'on forme un intermédiaire carbocation. Et les intermédiaires carbocation, on peut abréger en C+, hein. C'est une abréviation entre nous, hein. C+, ça veut dire qu'on forme un carbocation. C'est relativement instable, et donc ça va être difficile à former. Il y aura une forte énergie d'activation, un gros écart d'énergie entre le départ et l'arrivée. Donc globalement, la réaction, elle va avoir une vitesse qui va être uniquement la vitesse V1. Donc la vitesse V du bilan, ça va être à peu près la réaction, la vitesse de l'étape 1. C'est un 1 ici, hein, ou le bilan 1 que j'ai mis. Et on peut dessiner le profil réactionnel, donc en mettant bout à bout les deux étapes. On va avoir d'un côté le substrat, de l'autre côté le produit. Alors on ne sait pas trop si le produit est au-dessus ou en dessous, hein, donc ça dépend un petit peu. Voilà, donc le niveau relatif des deux points départ et arrivée, on s'en fiche. Enfin, on s'en fiche. Il est ce qu'il est, mais on ne le sait pas. Par contre, l'intermédiaire réactionnel qui est ici, le carbocation, il faut le placer plus haut. Et donc, pour dessiner le profil réactionnel, vous démarrez, vous arrivez tangent aux petits bouts horizontaux. Voilà, donc première étape, c'est ça. Deuxième étape, c'est ça. Donc ça, c'est l'étape 1. Ça, c'est l'étape 2. Et donc l'étape 1 a une énergie d'activation qu'on va pouvoir représenter ici. Et donc l'énergie d'activation de la première étape, ça correspond en gros à l'énergie d'activation de la réaction bilan. Donc au total, si on généralise, puisque là c'était un cas particulier, mais si on généralise pour ce type de mécanisme, la réaction va toujours avoir une cinétique d'ordre 1, puisque c'est la vitesse de la première étape. Et si vous regardez la première étape, alors rappelez-vous, les étapes élémentaires, elles suivent la loi de Van 't Hoff. Donc on va avoir une constante de vitesse. Et cette constante de vitesse, ça va correspondre à la constante de vitesse de la réaction bilan. Donc le K qui est ici, c'est le K de la réaction 1 aller. On va mettre des constantes de vitesse au-dessus. Chaque étape, on peut lui associer une constante de vitesse. Ça vous fait réviser un petit peu les histoires de constantes de vitesse. C'est un équilibre, la première. Oh, je viens de faire un... J'ai fait une fausse manœuvre, excusez-moi. Donc la première étape, c'est un équilibre. Donc cet équilibre, il va exister dans les deux sens. Et donc on va avoir dans le sens direct une constante de vitesse qu'on peut appeler K1. Pour le retour, K-1. Et ici, K2. Pour faire le lien avec ce qu'on avait vu sur les mécanismes. On avait étudié exactement ce schéma-là en mécanisme. Vous pouvez mettre un petit rappel d'ailleurs, parce que ça vous... Vous pouvez regarder votre chapitre sur les mécanismes. Vous avez le détail complet de l'étude cinétique. Alors, le petit point stéréochimique, on a vu quand on passait par un carbocation. La deuxième étape, le nucléophile peut arriver de n'importe quel côté du plan du carbocation. Le carbocation, il est plan, il a une géométrie AX3. Et du coup, H au moins peut arriver indifféremment au-dessus ou en dessous. Donc le carbone fonctionnel, s'il est asymétrique à l'arrivée, ce qui n'est pas le cas dans mon exemple, il est racémique. On a 50% de R et 50% de S. Ça va pour ce premier exemple? Alors ici, vous avez la même chose, mais sur un exemple, sur un substrat un tout petit peu plus encombrant. Donc du coup, c'est un substrat qui a une certaine géométrie. Donc là, j'ai pris un substrat avec un carbone asymétrique, ici.
Et vous avez le détail du mécanisme avec formation du carbocation. Ici, vous avez le petit carré bleu qui symbolise le fait qu'il est plan. Et ensuite, le nucléophile, que j'ai appelé NU- parce que c'est un nucléophile quelconque, hein, qui va arriver indifféremment par le dessus ou par le dessous. Donc, on va avoir ici 50% des deux énantiomères. Et donc, si le carbone est asymétrique à l'arrivée, il est racémique. Au départ, ici, on avait un carbone R sur le substrat, et à l'arrivée, il sera 50% R et 50% S. Le fait d'avoir un racémique à l'arrivée peut être un inconvénient, c'est-à-dire qu'on ne peut pas choisir une géométrie particulière. Alors attention, parce que la racémisation, retenez pas que le produit final est un racémique, puisque ça concerne uniquement un seul carbone, la racémisation. Si on prend l'exemple qui est ici, le carbone, alors, vous avez au départ deux carbones asymétriques qui sont là et là. H- par une SN1 va uniquement toucher le carbone qui est ici. Donc le carbone fonctionnel, c'est le seul qui va être concerné. Pour abréger un petit peu les notations, je vous rappelle que ce groupe-là, on peut l'appeler pH. Du coup, on va obtenir deux produits possibles. Donc, je vous dessine en noir ce qui n'a pas changé. Et le brome, non pardon, oui, le brome il est parti sous forme d'ion bromure, et on va avoir H- qui est arrivé, qui va se fixer soit vers l'avant, donc on va avoir le groupe OH vers l'avant, soit j'ai perdu un carbone de l'autre côté, où il est mon carbone? Oui, il me manque un carbone ici. Ça, c'est les formules topologiques. Les carbones s'évaporent facilement, hein. Recomptez vos carbones quand vous écrivez les formules topologiques. Soit ils s'évaporent, soit ils arrivent en trop. Donc on aura 50% de chacun des deux. Et c'est quoi la relation entre les deux? C'est des quoi ces deux-là? C'est des... C'est des quoi? Qu'est-ce que ça peut être ces deux trucs-là? Non, la question est trop ouverte. Perdu, j'allais la fermer en disant sont des énantiomères. Mais non, ce ne sont pas des énantiomères parce que le carbone qui est fonctionnel, celui qui porte la fonction alcool, il est effectivement 50% R, 50% S. Mais celui-ci, oui, effectivement, alors je ne sais pas si c'est Lina ou Agathe, effectivement, il y a un carbone de trop ici, hein. Voilà, c'était la multiplication des carbones. Ce carbone-là, il est inchangé. Donc ici et là, il a la même tête qu'au départ. Il n'a pas été touché par la réaction. Du coup, on a ici un couple de diastéréoisomères. Et donc, on n'a pas un racémique à l'arrivée. Par contre, le carbone fonctionnel, il est racémisé. Donc, on parle de carbone racémisé, ce qui ne veut pas forcément dire qu'on a un mélange racémique à l'arrivée. Est-ce que tout le monde a saisi la nuance? Une fois, deux fois? Bon, on va dire que c'est bon. Et bien, si vous avez tout compris au mécanisme d'ordre 1, on va passer au mécanisme d'ordre 2. Donc, le mécanisme d'ordre 2 s'appelle SN2. Et là, je vous l'ai mis aussi pour un nucléophile chargé. Donc, si on récapitule les mouvements envisagés dans une SN, il faut casser une liaison et en former une autre. Et bien, la différence entre la SN1 et la SN2, c'est que dans la SN2, tout se fait en même temps. Donc, on a des mouvements qu'on appelle concertés. Alors, sur H-, on va rajouter les doublets. Voilà, donc 1, 2, 3 doublets. Je m'entoure sa charge moins. Et vous avez toujours une charge plus delta ici, moins delta ici. Donc dans la SN2, la réaction bilan, ça correspond au mécanisme, il n'y a qu'une seule étape. Tout se fait en même temps, c'est-à-dire qu'on a simultanément l'attaque du nucléophile sur le carbone électrophile et départ de Cl-. Donc les flèches en bleu vous indiquent bien les produits qui ont été formés. D'accord? On forme cette liaison ici, que j'ai repassée en rouge.
Et le chlore part avec le doublet. Donc là, j'ai rajouté les mouvements et du coup, j'ai expliqué le mécanisme. Alors attention, il y a une stéréochimie particulière. Pour la SN2, il y a plusieurs choses, enfin il y a deux choses qui se font en même temps. Il y a un truc qui arrive et un truc qui s'en va. Eh bien, ils ne peuvent pas être du même côté, sinon ils se gênent, ils se rentrent dedans. Donc le nucléophile, il arrive nécessairement du côté opposé au groupe partant, à l'halogène. Donc c'est une question de géométrie, hein, c'est-à-dire que sinon c'est pas possible. Et vous avez un effet particulier qu'on appelle l'effet parapluie. Voilà. Donc je redessine en 3D la molécule, enfin, j'ai redessiné en 3D la molécule précédente avec ces 3 doublets ici et une charge moins que j'entoure. Ici, le chlore, je l'ai situé à droite et du coup, H- va arriver par la gauche. Et on a un effet qu'on appelle l'effet parapluie. Donc OH s'est fixé à gauche et les 3 liaisons qui étaient au départ, les 3 liaisons CH qui étaient au départ vers la gauche sont maintenant vers la droite. Donc si on numérote les atomes d'hydrogène, si celui-ci je l'appelle petit a, celui-ci petit b, le petit a il est ici et le petit b il est ici. D'accord, donc c'est comme un coup de vent dans un parapluie. Et c'est ce que je vous ai dessiné dans la page 1 de ce chapitre. Vous aviez un parapluie qui était dessiné. Je ne vais pas revenir en arrière, hein, mais si vous regardez votre première page, là j'ai mis le parapluie dans le bon sens avec même le manche du parapluie. Alors, la vitesse de la réaction. Ici, on a une seule étape. Donc, comme il y en a une seule étape, elle suit la loi de Van't Hoff. La vitesse de la réaction, elle va être de la forme K fois la concentration de Rx, ça c'est le substrat, fois la concentration du nucléophile. Donc, pour l'exemple que j'avais donné, on avait V qui était égal à K fois la concentration du substrat, c'était CH3Cl. TCl ou Br, je ne sais plus. Et le nucléophile, c'était H-. Donc l'ordre global, c'est un ordre global 2, et c'est 1 et 1. C'est 1 par rapport au nucléophile. Je vais plutôt écrire à la main. Alors, c'est donc 1 par rapport au nucléophile. Et 1 par rapport à substrat. Donc le substrat, c'est celui que j'ai appelé Rx. Donc ça fait un total de 2. L'allure du profil réactionnel. Alors, il est plus simple, hein, vu qu'il y a une seule étape. On va avoir l'état de départ, l'état d'arrivée. Donc, on va avoir le substrat, le produit. Et entre les deux, bah, ça monte et ça descend. Hop, hop. Et donc, l'énergie d'activation, elle est là. C'est entre le départ et le point le plus haut, hein. Alors, au sommet du col, on a un truc qui s'appelle un complexe de transition, que j'appelle T comme transition. À quoi peut-il ressembler? Alors, ce truc-là, si vous regardez la page d'avant, je ne me rappelle plus de mon substrat, que je regarde la page d'avant. Oui, donc mon substrat dans le complexe de transition T, c'est l'état intermédiaire, mais ce n'est pas un intermédiaire de réaction. Je vais m'expliquer là-dessus tout de suite. Vous avez le parapluie qui est en train de se retourner et vous avez en gros le carbone qui est là. L'halogène qui n'est pas encore parti, qui est sur le point de partir. Donc on a l'halogène, c'était Cl
Donc Cl était en train de partir, mais il n'est pas parti. Et H au moins, il n'est pas encore arrivé, mais il est en train d'arriver. Au bout des petites liaisons en noir, c'est des hydrogènes. Ça, c'est le parapluie en train de basculer. Sur la structure, il y a une charge moins. Au départ, la charge moins, elle est sur H au moins. À l'arrivée, la charge moins, elle est sur Cl moins. Et entre les deux, on ne sait pas où elle est. Donc ça, c'est un état qui est le plus instable. C'est le sommet du profil réactionnel. Alors, est-ce que c'est un intermédiaire réactionnel, ça? Non. Surtout pas. Un intermédiaire réactionnel, c'est une vraie molécule. Là, ce n'est pas du tout une vraie molécule. C'est un état qui permet de passer du départ et jusqu'à l'arrivée. Quand on regarde l'état de départ, quand on regarde l'état d'arrivée, on se dit qu'entre les deux, il y a un moment, le système doit ressembler à ça. Mais on n'a aucun moyen de l'isoler pour observer sa structure. Peut-on isoler T pour regarder sa structure? Non. On peut juste l'imaginer, ce que je viens de faire, hein. Mais ça n'est pas un intermédiaire réactionnel. Il n'y a pas d'intermédiaire réactionnel ici. Tout se produit d'un coup. Donc, dans la SN1, il y avait un intermédiaire réactionnel. Il n'y en a pas dans la SN2. Un exemple un petit peu plus subtil de cette réaction, parce que là, c'était quand même un peu simple. Donc, vous avez l'exemple avec une géométrie particulière. Donc, il y a un stéréoisomère de départ particulier. Le nucléophile, bon, il s'appelle toujours NU-. Et là, vous avez le parapluie qui est dans le bon sens. Donc, le nucléophile arrive par dessous, le chlore part au-dessus, et le nucléophile, il s'est fixé par au-dessus. Les trois liaisons ici qui sont en noir sont rabattues vers le haut. Alors, cet effet parapluie, c'est un petit nom, ça s'appelle l'inversion de Walden. C'est M. Walden qui a mis ça en évidence. Donc, effet parapluie, on voit ce que c'est, mais vous êtes supposé connaître le nom de M. Walden. Donc, cette réaction de SN2, elle est stéréospécifique. Ici, le substrat est au départ de configuration R. Et si je regarde le produit final, alors on ne sait pas trop quelle est la grande priorité du nucléophile, mais a priori, on va avoir, si le nucléophile est l'espèce prioritaire, on va avoir un produit qui sera d'une seule configuration, soit S probablement, ou R si par hasard le nucléophile est minoritaire. Donc la réaction dans ce cas-là, on dit qu'elle est stéréospécifique. Et je fais juste un petit point sur le vocabulaire en chimie organique. Donc, il y a une différence subtile entre stéréosélectif et stéréospécifique. Alors, on y va, c'est pour les puristes du vocabulaire, hein. Alors, stéréosélective, on parle de réaction sélective s'il y a plusieurs produits possibles et qu'on n'obtient pas une répartition aléatoire. Donc, si certains stéréoisomères sont majoritaires, on va parler de réaction stéréosélective. Un petit peu plus puissant, on va parler de réaction stéréospécifique si les stéréoisomères qu'on obtient ne peuvent provenir que de certains réactifs, certains substrats. C'est un peu subtil, mais pour la sélectivité, on analyse les produits et pour la spécificité, on analyse les réactifs. En pratique, à quoi ça sert? Alors en pratique, vous aurez essentiellement du stéréospécifique. Et ça veut dire que c'est à 100% stéréosélectif aussi. Donc, il y a une petite nuance de vocabulaire entre sélectif et spécifique. Vous retenez que spécifique, c'est plus fort. Quand c'est spécifique, il y a certains stéréoisomères qui sont interdits par la réaction, qui ne peuvent pas se former. Donc, la SN2, on peut dire qu'elle est stéréosélective à 100% et on peut dire aussi qu'elle est stéréospécifique. Encore plus précis. Au niveau des stéréoisomères possibles, les deux stéréoisomères possibles sont deux énantiomères. On n'en forme qu'un seul des deux. Et donc, on parle même de réaction énantiospécifique. Oui, j'ai vu l'heure, Kiki. Merci. J'ai dépassé d'1 minute. Et il y en a un certain nombre qui étaient largement plus d'1 minute en retard. Mais ça tombe bien, je voulais m'arrêter à cette page. Donc, on en est à la moitié du chapitre. Donc, on avance demain. Donc, demain, on finit la feuille d'exercice. Il reste 2 heures.
et on verra si on fait une pause au milieu ou si on finit un petit peu plus tôt que l'heure H. Voilà, à demain.